si ça pouvait aller à la décision ou si j'aurais pu le soumettre au premier round et qu'il n'ait pas de blessure ou pas de séquelles, ce genre de choses, ça aurait été tant mieux. Maintenant, ça s'est passé comme ça, c'est regrettable, mais on sait que c'est le jeu. Quand il m'avait down au championnat de France, moi je m'étais relevé, j'avais rien eu, mais moi j'en avais rigolé. Et on en avait rigolé dessus. Et moi, pareil, quand je l'avais down une fois précédemment, on en avait rigolé. On sait que c'est l'entertainment, que ça fait partie du jeu. Et voilà. Ça va ou quoi, Gabriel? Qu'est-ce que tu manges là? Mais qu'est-ce que tu fais? Des granolas? Gabriel, t'auras jamais un corps d'athlète si tu manges ces merdes. Le secret de la masse, c'est ça. Des plats Season, frais, différents, toutes les semaines, variés et surtout livrés à domicile. C'est fini la malbouffe. Tu seras enfin musclé. Il y en a pour tous les goûts. Des boulettes au poulet, aux légumes et au thym. Des filets de poulet, épices, légumes au quinoa. Des cuisses de poulet à la basquaise. Avec ça, c'est sûr, tu vas l'avoir ton corps d'athlète. En plus, on sait, tout le monde n'a pas les moyens. C'est pour ça qu'on a concocté spécialement pour eux un petit code promo qui va s'afficher juste ici et dans la description qui vous offrira 30% sur votre première commande. Salut Hugo, Salut Gabriel. merci beaucoup d'avoir rejoint pour cette interview. Tu reviens Voilà. donc fraîchement de Belgrade en Serbie pour les championnats d'Europe de MMA amateur. Exactement. On vient de rentrer de Serbie là, la semaine dernière. Donc c'est une belle compétition, assez dure, avec du niveau, mais une belle expérience avec le groupe France. Donc alors avant de revenir en détail justement sur cette compétition, on va faire un petit tour donc de toi de présentation pour les gens donc, qui ne te connaissent pas. 24 ans, si c'est bien ça. Exactement. Originaire de Bayonne, tu t'entraînes donc à l'US Métro avec Johnny Frachet. Exactement à Paris. Tu es rentré en équipe de France de MMA amateur. Alors, je suis regardé sur Tapology, il me semble que ton palmarès, il n'est pas à jour parce qu'il y avait marqué 13-5, mais il n'y avait pas justement les combats de Europe. Je crois que tu es maintenant à 15-6. Exactement. Alors, donc, du 29 mars au 6 avril se tenaient les championnats d'Europe amateurs de MMA, donc organisés par l'IMAF. Est-ce que tu as un mot à dire justement sur l'organisation en elle-même? Comment ça s'est déroulé? Est-ce que ça a été propre, bien lancé, ou alors il y avait des petites choses à redire? Non, franchement, c'est une belle organisation. Bah, c'est la Fédération internationale forcément qui organise. Moi, c'était ma deuxième participation. J'avais fait les championnats du monde fin 2023 en Albanie. Ouais. Et là, du coup, j'ai fait les Europes à Belgrade en Serbie. Et franchement, non, l'organisation est cool. C'est un peu rustique dans le sens où on allait peser à 6 heures le matin. Ah oui, Donc, il c'est faut se très tôt. lever tôt. Chaque matin, voilà, durant toute la semaine, on allait peser très très tôt. Du coup, après, ben, généralement, on va petit déjeuner, on se rendort. Et après, les combats débutent vers 11 heures généralement, jusqu'à 18 heures en fonction du monde et des catégories de poids. On va faire un petit aussi rappel des règles par rapport à l'amateur et le professionnel. Donc là, à l'amateur, c'est du 3 fois 3 minutes par rapport au 3 fois 5 en professionnel. Protège tibia, gants coquets, donc gants de sparring, ça doit être du 7 ose si je dis pas de bêtises aussi. 7 ou 8 os, ouais. Voilà. Pas de coup de genou au visage. Exactement, et pas de coup de coude. Donc aussi, voilà, je voulais revenir sur, c'était une de mes questions sur la pesée justement. Comme là, la pesée, elle s'effectue pas la veille pour le combat, il y a pesée donc tous les jours. Comment c'est pour gérer justement le poids? Ben, généralement, on essaie d'arriver au poids avant la compétition ou très peu au-dessus. Par exemple, moi, ma catégorie, c'est 65-800. Donc, j'essaie d'arriver là-bas vers aux alentours de 76-67,5. Dans les jours, on essaie d'un peu moins s'hydrater et éventuellement un sauna, ce genre de choses. Il y en a qui arrivent au poids, il y en a qui arrivent bien plus haut. Je pense notamment aux pays de l'Est, généralement Ouais. la Pologne, l'Ukraine, et au championnat du monde, on a eu le cas avec le Tadjikistan et le Kazakhstan. C'est des nations où c'est des mecs qui cut énormément, même en amateur. Ok. Dans le sens où j'ai déjà vu des mecs perdre 3,5 kg, voire 4 kilos la veille de leur combat et ils rechargent dans la journée et le soir, rebelote, quoi. Ok. Donc c'est vrai que c'est très dur à faire pour eux. Après, ils ont un gain de force, mais je pense en fin de semaine, avec l'énergie et tout, ça prend, c'est très compliqué pour eux. Et on l'a vu, qu'il y en a qui a excellé au début de la compétition, en fin de semaine. Quand ça commence à être compliqué niveau fatigue, ils sont plus tout dedans, quoi. Ouais, Donc je j'imagine pense que le que. mieux, c'est d'arriver presque au poids, peut-être un peu au-dessus, histoire de faire un sauna et se réhydrater en fonction et avoir du jus, quoi.
J'imagine voilà, que le cutting à répétition, bah, ça doit être super éprouvant justement pour le corps et quand même assez dangereux, comme il y a des percussions, récupération au niveau cerveau, etc. Donc toi, voilà, tu arrives à bien rester. Il y a zéro tolérance. C'est 65-8 et il y Voilà, a pas de tolérance. 65-9, en plus, la particularité aux IMAF, c'est qu'on a le droit de se peser qu'une fois. Donc il y a une balance test juste avant la balance officielle. Ok, Et si tu décides d'aller sur la balance officielle directement et tu es à 65-85 ou 65-9, tu sors de la compétition. tu passes pas. Ok. Voilà. Et une fois que tu as passé la balance, là, tu as le check médical, forcément avec les médecins qui vérifient tout. Et voilà. Alors, donc dans ta catégorie, il y avait 17 participants, donc une caté bien fournie. Donc tu es rentré en huitième de finale, tu as rencontré un Bulgare que tu as soumis par guillotine. Exactement. Après en quart, donc tu as battu un Allemand à la décision. Ouais, un gros striker. En demi-finale, donc tu as affronté pour la quatrième fois Paul Denis Navero, et donc ça, ce combat-là, on en reviendra un petit peu, enfin un peu plus tard après. Et en finale, donc tu as affronté un Autrichien, Elias Herbert, où malheureusement tu t'es incliné sur TKO par Ground and Pound. Exactement. Donc, alors Elias, c'est un gros client puisqu'il était champion du monde d'IMAF en 2023. Donc là, il a aussi gagné les Europes en Ouais, 2024. c'est le champion du monde en titre. C'est ça. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ce combat, sur cette finale, puis même après, bah, sur l'ensemble des combats, comment tu t'es senti, et après pour revenir sur ce dernier fight. C'est vrai que ben, forcément, toujours de l'appréhension un peu parce que les IMAF, on sait pas qui on prend, on peut pas le préparer. C'est pas comme un combat pro où on sait 8 semaines à l'avance qui c'est qu'on prend. On adopte une stratégie, on fait une préparation en fonction avec des sparring spécifiques. Donc là, on a le tirage le lundi pour le mardi, donc on n'a pas le temps d'analyser notre adversaire. Généralement, les pays de l'Est, ils n'ont pas trop de tapologie ou des tapologies frauduleuses, Ouais. dans le sens où je sais par exemple que le Polonais, il avait une tapologie qui était de 12-4, quelque chose comme ça, et officiellement, il avait 32-4. Donc Ok. parce qu'il y a plein de combats dans leur pays qui sont pas référencés sur Tapology ou c'est sur d'autres sites ou d'autres trucs. Donc des fois c'est compliqué. Moi je savais les seules informations que j'avais sur le Bulgare c'est que bah, il avait des combats de MMA mais j'arrivais pas à les trouver. Je savais qu'il avait gagné la DCC Bulgarie en ceinture bleue intermédiaire. Donc il avait gagné la majorité de ses combats par soumission. Donc je me doutais qu'il avait un bon sol. Généralement les Bulgares sont aussi bons en lutte donc je me suis dit que l'objectif, ça allait être de défendre et de striker quand j'en avais l'occasion. Et puis, s'il y avait une opportunité à la saisir, soit sur une frappe ou une soumission, ce genre de choses. Donc, franchement, ça s'est bien déroulé. Il avait une grosse force, un gros grip. Maintenant, voilà, j'ai su me relever à chaque fois. J'essaie de bien respirer. Je voyais qu'il donnait beaucoup, entre guillemets, de sa personne pour bloquer les positions. Et j'ai vu qu'à chaque fois qu'on sortait de position de lutte, il commençait à s'essouffler. Donc là, j'ai commencé à accélérer et après, il m'a donné l'opportunité de la guillotine au second round. Donc j'ai finalisé. Après, le lendemain, je suis tombé contre un Allemand qui, lui, je savais que c'était un gros striker. Ouais. J'avais réussi à trouver son combat contre l'Italien qu'il avait fait la veille, où il avait roulé dessus en striking. Il avait, entre guillemets, un très beau striking, mais surtout une très belle anglaise, sachant qu'il est grand, presque 1m80, il a une grande allonge. Ouais, pour la KT, Ça, ça reste grand, ouais. ça reste très grand. Et du coup, je savais que j'allais être forcé à casser la distance et potentiellement aller au sol, parce que j'ai vu qu'il avait quelques lacunes. Même s'il scramble bien, qu'il se relève bien, c'est. Du coup, voilà, j'ai adapté un game plan où je prenais mes marques et je voulais trouver ma distance dans le premier round. Et je pense qu'il gagne le premier round parce que je suis pas encore bien dedans. Au deuxième round, j'accélère et je vois qu'il aime pas trop quand ça rentre dur et qu'on lui met la pression. Après, troisième round, j'ai voulu sécuriser, je suis allé chercher le takedown et je l'ai contrôlé pendant 3 minutes au sol et je suis allé chercher cette victoire au bout. Après, en demi, ben, du coup, j'ai affronté mon partenaire, du coup, Paul. Donc on s'était mis au préalable en accord pour soit faire un combat entre guillemets à la touche, soit faire un combat normal comme on l'avait déjà fait précédemment 3 fois. Là, ça allait être la quatrième. Au final, ce qui a été conclu, ça allait être faire un combat normal et qu'après, ce qui se passait dans la cage, c'est dans la cage, mais qu'après, ça changerait rien sur l'état d'esprit de notre relation, entre guillemets. Et du coup, j'avais gagné. Et après, du coup, en finale, j'ai affronté le champion du monde Elias Herbert, où je savais que ça allait être un combat très dur.
parce que je savais qu'au championnat du monde, il avait roulé sur les nations favorites qui étaient le Kazakhstan, l'Ukraine et le Tadjikistan. Il avait démontré qu'il était capable de mettre la pression sur la lutte et du contrôle pendant 9 minutes. Je savais aussi qu'il savait striker, qu'il savait soumettre. Donc le but c'était de striker, de défendre les positions, de me relever. Et quand j'avais l'opportunité, envoyer des coups durs et éventuellement soumettre si j'en avais l'occasion. Au final, il a su exploiter mes failles dans le deuxième round. J'ai pas réussi à sortir d'une position montée et il a capitalisé dessus. Est-ce que tu as senti un gap, je sais pas, technique, physique ou Physiquement, il était fort, mais c'est pas ce qui m'impressionnait le plus. C'est plus ses phases de transition où à chaque fois il est très rapide et il sait déjà ce qu'il va faire plus tard en fonction de ma défense. Donc, ouais, non, plus sur son fight IQ où je sais que c'est quelqu'un de très réfléchi dans ce qu'il fait. Et il est très lucide quand il combat. On voit que généralement, même des fois, il fait des guerres de 3x3 et il est pas fatigué. Donc ça veut dire qu'il a un gros cardio aussi, mais qu'il se crispe pas dans ce qu'il fait et qu'il arrive à rester lucide à chaque moment. est-ce que toi, c'est... Alors on voit un peu plus ça dans le monde professionnel, mais un peu moins dans le monde amateur. Est-ce que, en termes de revanche, est-ce que par exemple c'est un combattant sur lequel tu aimerais prendre une revanche, ou alors, ok, c'est un combat passé, maintenant next on passe au suivant et... Non, non, moi je trouve que c'est toujours bon d'affronter les meilleurs, étant donné que c'est l'ancien vice-champion d'Europe, le champion du monde actuel, le champion d'Europe actuel. C'est toujours bon à prendre de refaire un combat contre ce genre de personnes. Donc c'est de l'expérience en plus. C'est ce qui se fait le mieux dans le monde amateur. C'est le champion du monde de ma catégorie. Ouais. Donc c'est à force d'affronter des mecs comme ça qu'on se construit. Et d'ailleurs, m'a envoyé un message hier ou avant-hier pour m'inviter à venir en Autriche m'entraîner avec lui 2 semaines pour qu'on s'entraîne ensemble. Donc C'est c'est un une beau bonne chose. geste, c'est fair play, ça, c'est Ah ouais. agréable à voir en tout cas. Pour revenir donc au combat de Paul, donc comme tu l'as déjà un petit peu expliqué, alors c'est la quatrième fois que vous êtes affrontés. Là maintenant, ça fait 3 victoires, une défaite pour toi, c'est ça? Exactement. C'est donc ton teammate en équipe de France, c'est aussi ton ami, je Ouais. pense maintenant. Alors, par rapport au combat, si tu veux, j'ai vu deux types de réactions. Notamment, bah, en fait, par rapport au Ground and Pound, où certains ont jugé qu'il y a eu des frappes un peu excessives, si tu veux, au fait que déjà que Paul était out. Alors donc, comme je viens de te dire, j'ai vu deux types de réactions. La première, c'est qu'il y en a qui étaient un peu choqués, que c'était voilà, pas nécessaire vu que Paul était déjà dans les vapes, et que encore plus justement, bah, comme c'est un ami, c'est un peu compliqué justement de faire ça. Et la deuxième, c'est comme c'est un ami, justement par respect, on va y aller à 100% et on va se faire une super belle guerre. Comment tu abordes toi le fait de combattre quelqu'un avec qui tu as une affinité et voilà, sur les deux types de réactions, qu'est-ce que ça te dit, comment tu réagis par rapport à ça? Alors déjà, il faut savoir, pour ceux qui ont suivi, parce que Paul a fait des épisodes justement sur cette compétition, quand le premier jour on savait qu'il nous avait mis sur la même branche de tableau et qu'on pouvait potentiellement se rencontrer en demi-finale, on s'était dit déjà si on doit s'affronter, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on est tous les deux médaillés. Donc on aura déjà bien représenté la France, entre guillemets, pour ces championnats d'Europe. Après, on est conscient de ça, dans le sens où on s'est déjà affronté 3 fois, on savait que ça pouvait arriver aux IMAF. Déjà au monde, ça pouvait arriver si on se rencontrait en finale, on s'était déjà dit de se faire une guerre et c'est se respecter, je pense, parce que je pense qu'on fait partie de l'élite des combattants français amateurs, sinon on n'en serait pas là et on performerait pas à ce niveau pour faire des médailles justement sur des IMAF. On s'est tiré sur le haut la saison dernière, où on ne faisait pas partie du même club, on n'était pas coéquipiers en sélection, on n'était pas coéquipiers en club. Et ça a été entre guillemets, ma plus grande rivalité, comme il y avait eu entre guillemets Adesanya contre Pereira à grande échelle. Mais on s'est affronté 3 fois, j'avais gagné 2 fois, il avait gagné une fois, et à chaque fois on se remettait en question sur ah putain, il m'a gagné sur ça, il faut que je bosse sur ça. Et on se l'était dit, que c'était une bonne chose pour nous. Après, le futur a fait que je suis monté sur Paris, je les ai rejoints dans leur club, parce que c'est moi qui les ai rejoints, c'est pas l'inverse. Et on s'était dit que voilà, maintenant il y a tellement de combattants français amateurs sur le circuit qui ont un bon niveau qu'on n'est pas obligé de s'affronter une quatrième fois pour des galas ou pour des choses, parce que des gens, étant donné la notoriété de Paul,
voulait qu'on se raffronte pour faire un quatrième combat, nanana. Pour nous, et même pour moi, ça m'intéressait pas parce que voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie à l'heure actuelle et j'ai pas forcément envie de me frapper dessus avec quelqu'un avec qui j'ai des affinités parce que voilà, moi, quand je rentre dans la cage, je veux juste faire la guerre avec le mec qui est en face de moi. Donc voilà, je savais que c'était compliqué. On peut aussi s'affronter aux France. C'était la dernière fois que ça avait eu lieu, c'était le cas, mais ça avait rien changé. Donc oui, là, c'était prévu. On a eu l'appel avec Johnny, du coup, parce que lui, il était à Las Vegas, donc on a attendu son appel. On a parlé avec les coachs de l'équipe de France. Et vous allez voir que c'est une décision commune et que c'est pas forcément à mon initiative, mais pas à la sienne non plus, mais c'est que c'est un choix commun. Et que la seule règle, c'était si jamais ça doit rien changer après le combat, dans la cage, c'est dans la cage, mais qu'après, il y a pas de guéguerre ou de choses comme ça. Et du coup, voilà, on s'était dit qu'on allait se respecter. Et en se respectant, je pense que le but, c'est de se faire une grosse guerre. Et c'est ce qu'on a fait le premier round. Maintenant, moi, ce qui me fait chier, entre guillemets, c'est que ben, quand il est arrivé, entre guillemets, le KO, le but, c'était pas qu'il ait de séquelles ou pas qu'il ait de blessures, ce genre de choses. Moi, il faut savoir deux choses. C'est que de un, je vois pas forcément son visage quand il est out. On peut le voir sur certaines vidéos que en fait le crochet gauche sur la tempe, il est out. Mais moi je m'en rends pas compte parce que je suis le trois quarts et que je me dis il faut juste que je frappe pour que l'arbitre arrête. Ouais. Et ça me fait pas forcément plaisir. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que le mercredi, moi je me suis blessé contre l'Allemand au premier round. Donc j'ai terminé le combat comme ça, j'avais le pied éclaté, donc Ouais. j'arrivais pas trop à marcher, j'avais pas d'appui. J'ai fini le combat comme ça. Le combat contre Paul, bah, vu qu'on était dans la même chambre, j'essaie de pas trop lui montrer que j'avais mal. Mais du coup, bah, j'ai fait le combat blessé. Et quand je fais le combat contre Paul, bah, je serre les dents aussi, je fais mon fight. Mais je me dis, si là, une fois que je l'ai down, je finis pas le combat maintenant, je prends le risque d'aggraver ma blessure. Je prends le risque d'avoir une autre blessure s'il me touche, qui m'ouvre une arcade ou ce genre de choses, et que le check médical me laisse pas passer pour la finale demain. Je prends le risque que lui revienne dans le combat et que moi, du coup, je perde ma place en finale demain. Il y a le truc aussi de mon adversaire venait de faire une décision, donc il a fait une guerre contre un Polak qui était très fort en 3x3. Si moi, je peux avoir la chance de m'économiser et de faire un round et demi en moins par rapport à lui pour avoir de la récup, faut que je pense que le lendemain, j'ai une finale aussi. Ça fait 3 jours que je combats. J'ai un quatrième combat le lendemain. Donc il y a des choses que, pour moi, il y a des priorités. Alors je ne dis pas que la santé de mon coéquipier n'en est pas une, mais je pense que il aurait été à ma place et on se l'est dit, et même des amis en commun à nous nous l'ont dit, nos coachs nous l'ont dit, que le but c'était que dans la cage soit la guerre. Mais je pense que les gens l'ont vu après qu'il y a eu ça. J'ai une attitude qui était plus que respectueuse dans le sens où j'ai pas célébré, ce qui est pour moi la moindre des choses. Ouais, voilà, très sobre dans l'attitude, très, très humble. Je me suis assis pour le saluer parce que ça me faisait chier et j'espérais juste qu'il aille bien. Au check médical, je suis allé le voir et je me suis excusé et j'espérais juste qu'il aille bien. Et après, voilà, ce qui est normal de son côté, c'est que voilà, il y a le sentiment d'avoir perdu, mais c'est pas forcément la façon, je pense, ou d'avoir perdu contre moi, c'est juste d'avoir été éliminé de la compétition. Et j'aurais eu le même sentiment de frustration que lui, si ce n'est plus. Donc voilà, il faut savoir aussi laisser les gens digérer. Et après, quand il allait mieux, on s'est parlé et il n'y a pas eu de choses qui ont changé, on a rigolé. Et voilà, maintenant, forcément, j'aurais préféré que si ça pouvait aller à la décision ou si j'aurais pu le soumettre au premier round et qu'il n'ait pas de blessure ou pas de séquelles, ce genre de choses, ça aurait été tant mieux. Maintenant, ça s'est passé comme ça, c'est regrettable. Mais on sait que c'est le jeu. Quand il m'avait down au championnat de France, moi je m'étais relevé, j'avais rien eu, mais moi j'en avais rigolé et on en avait rigolé dessus. Et moi, pareil, quand je l'avais down une fois précédemment, on en avait rigolé. On sait que c'est l'entertainment, ça fait partie du jeu et voilà. Parce que ça remet les choses dans leur contexte, justement, quand tu expliques tout ça. Et aussi en tant que combattant, alors, tu évolues avec ton équipe, avec tes teammates, mais de base, le combattant aussi le fait pour lui. Tu as des objectifs, tu as des priorités. Et puis, voilà, s'il y a entre guillemets, des choix, des sacrifices à faire, ou bah, faut y aller. Faut y aller. Et si c'est de combattre justement avec un ami. Et... Après, comme tu dis, par rapport à l'arbitre, si, je sais pas, après le down, donc tu l'as touché, c'était une combinaison, je crois que c'était droite-gauche, ou... Moi, je crois quelque chose comme ça, mais je sais que c'est le voilà. crochet. Si tu l'avais pas terminé justement en Grand Pound, peut-être que l'arbitre
aurait voilà, laissé continuer le combat, Paul serait revenu, on ne sait pas, voilà, le combat aurait peut-être pu tourner dans l'autre sens. Il y a tous ces paramètres-là, donc c'est c'est beaucoup plus compréhensible justement par rapport à ça. Moi, si l'arbitre avait pu arrêter sur le premier down et m'aurait stoppé, ça m'aurait arrangé, hein. Ouais, c'est Faut sûr. pas se leurrer. La santé d'un coéquipier, c'est un mec avec qui je me tire vers le haut à l'entraînement, on s'entraîne ensemble, donc c'est lui aussi qui me fait progresser, donc ça sert à rien de vouloir faire du mal ou ce genre de choses. Donc voilà. Mais il y a des gens qui ont compris que c'était nécessaire. Il y en a qui ont compris que aussi j'avais été respectueux, que dans la cage, c'est dans la cage, mais qu'après, ils ont vu que j'avais un bon comportement. Et il y en a qui sont là, oui, mais il a fait un grand handball, et ça me fait rire. Des personnes qui cherchent juste à surfer des fois sur du buzz et qui disent, oui, mais moi, j'aurais jamais fait ça à mon pote, ouais, mais parce que toi, tu fais des compétitions, tu fais des galas départementales, ça n'a aucun enjeu. Et c'est malheureux pour toi, et tu essaies de surfer sur du buzz parce que tu fais des combats de merde à gauche, à droite. Et je dis ça parce que j'ai des noms en tête, mais ça me fait beaucoup rire qu'il y en a qui essayent de surfer sur ça, qui essayent d'avoir des grands discours, alors que quand tu les vois se comporter dans la vie de tous les jours, c'est des guignols, quoi. Et puis tant que l'arbitre justement n'a pas pris la décision d'arrêter, bah, que ce soit sur une clé, un étranglement ou un KO, enfin un TKO, ce genre de choses, il faut continuer le combat parce que peut toujours y avoir des Exactement, c'est retours. tant que l'arbitre n'a pas arrêté, il faut rien faire. Et dernière chose sur laquelle je reviens, c'est que si même nos coachs de l'équipe de France, nos responsables de l'équipe de France, notre coach Johnny, du coup en club, qui est aussi coordinateur équipe de France, ne s'est pas opposé et ne nous a pas fait de reproche par rapport à ce combat, comment ça s'est terminé ou notre comportement, parce que pour eux, ça a été fait d'une façon respectueuse et ça a été pris des décisions avant, en amont, et qu'après il y a eu tout ce qui est eu entre guillemets respect et l'encouragement qu'il y a eu derrière et tout. Si même eux ne sont pas permis de faire des reproches, comment quelqu'un de l'extérieur qui n'a pas tous les facteurs en main peut se permettre de raconter une histoire où, ouais, du coup, c'est ça qui est drôle en fait. Alors voilà pour ces Europes. Par rapport en compétition justement avec l'équipe de France, en tournoi, donc pas en gala, parce que le gala on va y arriver juste après. C'est quoi les prochaines échéances? Alors, il y a les championnats de France qui vont se dérouler normalement début juin, donc on va voir comment ça se déroule. Et puis après, les prochaines échéances, faut se qualifier déjà, il faut rester dans le collectif France. Ce serait potentiellement les championnats du monde en septembre ou en octobre, mais c'est en Ouzbékistan. Ok, Voilà, donc ça va être très toujours loin. des destinations exotiques. Voilà. Donc on verra comment ça se déroule, si on en est de la partie ou pas. Très bien. Alors donc maintenant pour enchaîner sur un combat mais type gala, pour revenir sur le PEF justement. Alors le PEF c'est une organisation de MMA amateur qui est fondée et présidée par Sohaib Bouafia. Tu devais combattre. Alors il y a eu un espèce de micmac, peut-être une incompréhension justement par rapport à un poisson d'avril, où tu devais combattre Exactement. justement Alan Landouzi. Alors Alan Landouzi c'est un gros prospect amateur qui est à 11-0. Il est classé numéro 1 en France et numéro 1 en Europe de l'Ouest en amateur, justement en featherweight. Et tu devais le combattre pour la ceinture. Et donc il y a eu une annonce comme quoi le combat ne se faisait pas, que tu étais remplacé par quelqu'un d'autre. Il y a eu une incompréhension, les gens n'ont pas forcément capté que c'était un poisson d'avril, mais moi j'avais pas justement capté. Mais tu vas donc bien finalement le rencontrer le 2 mai, c'est ça? Exactement. À Lille, au PEF4. C'est... T'étais au courant quand justement ils ont fait ce poisson d'avril Et au courant, ils ont voulu faire un coup de com' justement en poisson d'avril, en m'annulant, en mettant un mec de la télé-réalité, la Jordan, qui avait fait un combat amateur, que c'était un combat complètement déséquilibré pour que les gens disent ouais, mais c'est pas normal, nanana. Pour au final annuler. Moi, j'avais pas communiqué dessus parce que voilà. Mais je savais que ça allait leur faire leur coup de com'. Et voilà. Et du coup, alors, déjà, est-ce que par rapport au... Là, on va parler en termes de santé, donc par rapport au TKO, comment tu sens au niveau de récup? Parce que normalement, il y a des protocoles de récupération quand justement soit tu prends un KO ou un TKO.
tu as tant de jours à faire sans sparring, sans frappe. Il y a des fois des protocoles de, je sais pas, 28 jours avant de reprendre du contact. Tout ça, tout ça. Comment tu te sens, toi, par rapport au fait de recombattre ça fera quoi? Ça fera un tout petit peu plus d'un mois après? Non, moi ça me fera rien du tout. C'est 3 semaines et demie après. Après, il faut savoir qu'il y a des protocoles commotion, KO, TKO pour des gens qui prennent des percussions, des dents, ce genre de choses. Moi, c'est un TKO, mais c'est pas du tout quelque chose où j'ai une commotion ou même que j'étais connecté. Dans le sens, c'est plus l'arbitre qui a relevé parce que je ne proposais pas une défense cohérente et que je ne me relevais pas, Ouais. plus que parce que j'étais connecté. Les coups m'ont pas fait de dégâts en soi. J'ai pas eu de coups, j'ai pas eu de commotion. Même moi, je frappais d'en dessous. Donc c'était juste parce que j'ai pas de défense cohérente et que je ne sors pas de la position. Mais en soi, j'ai pas du tout pris de coup dur. Je me sentais pas bien. Quand je me suis relevé, j'étais normal. Ouais. Et j'étais frustré de juste être pas sorti de la position montée. En soi, non, j'ai pas du tout pris de coup dur. J'ai le menton solide. Je me sentais bien. J'ai pas eu de commotion. Les médecins m'ont dit, ouais, non, t'as besoin de rien du tout. Donc voilà. Alors, tu vas affronter Alan pour la ceinture du PEF, justement la ceinture amateur. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois petits mots par rapport à ce fight et à ton adversaire? Je pense que ça va être un beau combat. On sait que c'est quelqu'un qui est fort en lutte parce qu'il était plusieurs fois champion de France de lutte, il me semble. Il a un bon sol aussi, il va souvent chercher le dos sur des positions fortes. Il essaye de soumettre. Maintenant, je pense pas forcément qu'il ait un meilleur sol que moi, ni un meilleur striking en soi. Du coup, ouais, je pense que ça va être un gros combat, engagé, avec une belle guerre. On va voir s'il va vouloir salir le combat et bloquer le jeu. Mais moi, je suis prêt pour toute éventualité, donc il n'y a pas de problème. J'ignore le format, la durée pour ce combat. On reste sur du 3x3 ou on est sur 5 rounds de 3 minutes comme c'est une ceinture? Non, c'est 3x3. 3x3. Alors maintenant, j'en viens à une petite question qui me trotte dans la tête et sujet qui a déjà pas mal tourné en fait, c'est par rapport à la légitimité des ceintures amateurs. Mm. Alors, je vais donner un exemple. J'espère que je vais être compris, parce que je sais pas si je vais mal expliquer ou pas, mais je vais faire un parallèle avec le circuit, par exemple, JJB Nogi. Donc, si tu veux, pour moi, en MMA, tout ce qui est les grosses orgas professionnels où vraiment les ceintures sont en soi légitimes, par exemple, quand on va dire voilà, champion du monde de MMA, on pense à l'UFC, ou alors à moindre mesure le PFL, le Bellator, ce genre de choses. Et en Nogi, on pourrait appeler, pour moi, ça serait, on va dire, l'équivalent Nogi Black Belt adulte, tu vois. Ouais. Euh, et donc, voilà, si tu es champion du monde en Nogi Black Belt adulte, voilà, là, tu as un vrai titre, ou alors, je sais pas, tu as gagné la DCC ou ce genre de choses. Après, donc, en dehors de Black Belt adulte, voilà, tu peux performer en marron, en violette, en bleu, en Master 1, en junior et compagnie. Mais c'est pas, on va dire, alors ça reste des belles performances, mais ça reste pas vraiment un titre legit, tu vois. Par exemple, je vais te donner un exemple un peu plus concret. Je peux voir des gens gagner des championnats du monde en ceinture bleue, mais en Master 3, et faire comme s'ils étaient juste champions du monde tout court, tu vois, comme s'ils avaient gagné la catégorie Black Belt adulte, bien solide. Et je vois un petit peu la même chose justement avec le MMA amateur, où quand certains amateurs vont décrocher une ceinture, agir comme s'ils avaient décroché la ceinture UFC. Alors, il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Ça reste aussi des belles perfs à partir du moment où on monte dans un ring, une cage, etc. Mais en termes de valeur, légitimité, est-ce que c'est une bonne chose ou pas justement de décerner des ceintures sur le circuit amateur? Alors, c'est vrai que je suis assez partagé sur ça, dans le sens où je pense que ça peut être une bonne chose, dans le sens pour les combattants, pour nous mettre en confiance, c'est un élément de motivation supplémentaire, étant donné qu'en amateur, on n'a pas souvent ou alors très peu de cash prize sur nos combats. Généralement, moi, par exemple, sur des combats, j'ai toujours pris 0 euros. Et des fois, même si on m'avait proposé 100 euros, j'aurais préféré avoir une ceinture que 100 euros. Parce que c'est un souvenir, c'est un moment de vie, c'est quelque chose qu'on garde. Et ça fait partie, tu vois, de notre frise chronologique des sports de combat. Maintenant, voilà, il y a des organisations qui proposent des ceintures qui ont certainement plus de valeur que d'autres. Il faut savoir être réaliste à l'heure d'aujourd'hui. Pour le MMA amateur en France,
Il y a l'AEF, il y a le PEF. C'est ce qui se fait généralement de mieux sur la circuit amateur. Après, en Europe, pour moi, il y a la ceinture du Cage Warrior Academy. Et c'est tout. C'est les ceintures qui ont le plus de valeur. Après, avoir les autres, c'est pas fou. Moi, j'en ai une en Espagne où j'étais content de l'avoir parce que c'était ma première ceinture et qu'il y avait du beau monde. Parce que je sais qu'en 77 kilos, c'était Axel Alfandari qui l'avait remporté. Moi, je l'avais rapporté en la catégorie d'en dessous. Mais c'était kiffant parce qu'on avait dû faire 4 combats dans la même journée. Donc, ouais, physiquement, c'était très dur. Et quand tu ressors avec une ceinture, t'es content de la journée que t'as passée, quoi. Maintenant, comme tu dis, il y en a qui font. Moi, je l'ai souvent vu dans des compétitions IBJJF où des mecs sont en ceinture bleue Master 3. Ils sortent une médaille d'argent, ils l'affichent sur les réseaux et en fait, ils ont eu un combat, ils l'ont perdu parce qu'ils étaient que deux dans la catégorie. Ils disent ouais, vice-champion d'Europe. Et tu peux pas te permettre d'être vice-champion d'Europe si déjà t'es deux dans ta catégorie. Parce que pour moi, du moment où vous n'êtes pas minimum, on va dire 5-6, où il faut déjà se qualifier pour le podium, ça n'a pas de valeur. Et d'autant plus que t'as pas gagné un combat, mais t'affiches quand même ta médaille d'argent. Je trouve ça ridicule. Et on le voit, par exemple, sur le circuit IMAF, où c'est bien plus compliqué. Au monde, on était 32. Là, aux Europes, on était 17. Et il faut gagner 3 fois d'affilée minimum, sinon t'es pas médaillé. Ouais. Donc c'est là où ça devient très compliqué. Parce que c'est élimination directe, il n'y a pas de repêchage, c'est une poule, ou comme au foot, ça marche sur les classements, entre guillemets, en Ligue 1, ou ce genre de choses où tu peux te rattraper. Là, c'est élimination directe. Donc t'as pas le droit à une seconde chance, t'as pas le droit de te dire, ah oui, mais j'étais blessé, je vais être mieux. Donc voilà. Mais je pense quoi qu'il y a certaines ceintures qui ont de la valeur. Je pense que dans des organisations amateurs où il y a un gros roster, il n'y a pas encore de classement. C'est un peu trop nouveau, entre guillemets, Ouais. pour faire des classements et des rankings en amateur. Et même, je trouverais ça pas forcément très pertinent pour le moment, tant qu'il n'y a pas au moins 20 gars par catégorie. Mais je pense que ça peut être une bonne chose pour la prise de confiance, pour les souvenirs. Et ça permet aussi d'avoir ce mindset de oh, je suis champion de l'orga, donc il faut que je prouve. Par exemple, quand on va arriver en pro, on sait très bien que les champions de l'organisation, si tu veux prendre sa ceinture, faut en faire plus que le champion. Et là, je pense que ça peut être une bonne chose aussi, quoi. Ça te donne en fait un avant-goût justement du circuit professionnel, que ce soit avec la pression, l'enjeu justement de repartir avec cette ceinture. C'est ça que en gros tu es en train d'expliquer. Exactement. Parce que comme tu as donné l'exemple du Cage Warrior, alors je pense que ça, moi dans mes souvenirs, ça a été une des premières orgas justement à mettre. Alors, si tu veux, tu as la grosse orga et ils mettent du coup une catégorie amateur. Donc avec le Cage Warrior, c'est South East Academy ou South West, je sais plus. Les premières fois où j'avais vu qu'il y avait une ceinture justement de gagner, j'étais là, je me disais, je comprends pas, c'est la ceinture, la vraie ceinture du Cage Warrior ou je me trompe. Et après, du coup, j'ai vu que c'était une ceinture amateur. Sur le coup, ça m'avait fait un peu bizarre. C'est pas pour revenir justement au sujet de la légitimité. Je me disais, mais pourquoi décerner une ceinture en amateur? Ça résonnait un petit peu pour moi comme les ceintures intérimaires en organisation professionnelle, tu vois. J'arrivais peu à trouver de légitimité ou de bon sens. Mais là, après, voilà, comme tu l'expliques, du coup, ouais, ça fait quand même plus sens par rapport à la prise d'expérience, de sensation, cet avant-goût justement du monde professionnel. Exactement. Moi, c'est ce que je pense aussi. Et du coup, bah, pour continuer sur ce sujet, c'est parce que pour moi, les deux sont liés justement. Quand je disais que, mais voilà, faire comme si on avait gagné, je sais pas, la ceinture de l'UFC, alors même si ça reste encore une fois une belle perf, avoir une ceinture amateur, c'est l'aspect réseaux sociaux. Si ça aide justement ou ça aide pas là-dedans. Je m'explique. J'ai l'impression que ça se développe de plus en plus dans les MMA amateurs, voire limite un peu plus que les MMA professionnels, c'est par rapport aux réseaux sociaux justement, par rapport à la communication. Alors aujourd'hui, c'est un outil qui est rentré dans les mœurs, qui est nécessaire pour beaucoup de jobs différents, et justement le job de combattant en fait partie. L'avantage des réseaux sociaux, c'est la visibilité que ça va te créer. Euh, les orgas plus importantes auraient peut-être un œil sur toi. Je pense, je sais pas, si tu claques un KO viral ou si tu fais des grosses perfs justement et que tu l'affiches sur les réseaux, que tu es bien suivi, bah, les organisations des MMA professionnels seront peut-être plus enclins à vouloir te signer ou ce genre de choses.
ça peut te rapporter aussi des sponsors. Et de l'autre côté, le point négatif, c'est qu'on va avoir une starification des combattants qui soit ne sont encore que dans le milieu amateur ou ont juste allez, un, deux combats professionnels et vont vouloir se mettre à niveau comme si voilà, ils avaient une énorme carrière professionnelle et ce genre de choses. C'est quoi ton avis par rapport à ça, toi? Euh, c'est vrai que ça peut être compliqué pour certaines personnes, notamment pour les anciens, entre guillemets les pionniers du MMA qui ont combattu, enfin qui ont dû combattre à l'étranger avant que ce soit légalisé ou qui ont dû faire leurs preuves et qui vont arriver des petits jeunes qui ont fait deux, trois vidéos sur les réseaux, ce genre de choses et qui ont un meilleur cash price qu'eux, ce genre de choses. Je comprends que ça peut être frustrant. Maintenant, j'ai un avis où j'ai compris que les organisations, que ce soit l'UFC ou ce genre de choses, c'est des entreprises privées. Leur but, c'est générer du chiffre d'affaires. Donc, si tu fais vendre par ton image plus que certains par leur performance, ils s'en foutent parce que le but pour eux, c'est de faire du show, c'est de faire des rentrées d'argent avec la billetterie, avec ce genre de choses. Donc, maintenant, ce que je trouverais le plus cohérent, ce serait d'avoir quelqu'un qui sait allier son image et sa performance sportive. Où c'est un tueur dans la cage et il sait se vendre. Et c'est là où on voit des mecs comme O'Malley ou McGregor qui ont réussi à faire ça. Il y a des mecs qui ont très bien réussi à le faire sans forcément l'image comme Khabib et tout, mais parce qu'il a excellé clairement sur le domaine performance sportive. Mais il y a des mecs qui sont vraiment très forts dans la gestion de leur image. Et le but, c'est de faire vendre. Donc, pour moi, je l'ai compris aussi que travailler sur son image, sur les réseaux, avoir une base, une communauté ou des personnes qui nous suivent, c'est un poids de négociation entre guillemets, dans les relations avec les organisations. Ouais. Et c'est pas du tout à négliger. Parce que tu peux être très bon et tu sais pas te vendre, et du coup, bah, à la billetterie, quand on annonce ton combat, les gens s'en foutent. Ouais, bon, il est bon, mais le mec, il me donne pas envie, je le connais pas, humainement, je sais pas ce que ça vaut. Ok, c'est se taper, mais ça s'arrête là. Maintenant, si t'es quelqu'un, même si sans faire du trash talk, mais genre t'es quelqu'un, t'arrives, t'es drôle, je pense à Axel, il sait le faire ou ce genre de choses. C'est entre guillemets, un bon vieux français, il fait rigoler tout le monde, il fait quelques blagues, et après il assure en combat. Mais ça donne envie de regarder ses combats parce que tu te dis, oh, putain, ce mec, il me fait rire, il est gentil, et j'ai envie de le voir se combattre, quoi. Donc, moi, j'ai commencé à le faire à ma petite échelle, mais je Ouais. pense que c'est important et mis bout à bout, avoir une bonne image de soi, savoir se présenter, savoir avoir une bonne éloquence, faire des performances sportives, faire entre guillemets, des résultats sur des compétitions internationales, tout ça, ça met en place une crédibilité, pour le combattant quand il veut passer sur le domaine professionnel, quoi. Et sans justement que ça tombe après dans, on va dire, la prise de melon. Si, imaginons, je sais pas, il y a à peine deux trois combats, mais qu'on agit comme si voilà, on était champion, etc. Faire attention à pas tomber Non, dans ce piège de faut notoriété. trouver un milieu, mais après, il y a des personnalités qui réagissent différemment, il y a des personnes qui essaient de se convaincre que ce sera des futurs champions et du coup, ils ont un mindset comme ça et il faut respecter parce qu'on n'a pas tous la même vision. Ouais. Il y en a qui se sous-estiment, il y en a qui pensent être à leur juste valeur, mais je pense faut faire un entre-deux et savoir se convaincre de ce qu'on fait, savoir que si tu as une bonne image, tu es plus à même de pouvoir demander plus que certains. Et il faut en être conscient parce que du coup, tu as passé du temps, tu as bossé sur ton image. Si tu as une image, mais qu'en plus tu as performé sur des compétitions importantes, c'est normal que tu demandes un cash prize plus important que certains. Parce que pourquoi, du coup, la personne qui a fait moins que toi devrait avoir autant? C'est une mentalité qui fonctionne dans la vie de tous les jours, Ouais. dans chaque métier. Donc pourquoi ça s'appliquerait pas au MMA, quoi? Aujourd'hui, voilà, les réseaux sociaux sont un outil à part entière. Je pense que si on veut pouvoir même en vivre justement par rapport au sport de combat, etc., il faut développer ses réseaux, il faut développer sa communication. Comme tu disais aussi, bah, tout ce qui est élocution, euh, une bonne image. Alors après, quand je dis bonne image, ça peut être une image un peu angélique ou un petit peu démoniaque. Tu vois, il y en a par exemple qui vont
aimer détester un personnage, mais ça va créer quand même du buzz autour, et même si on le déteste, on va vouloir le suivre, on va vouloir regarder ses combats. Mm. Mais il faut, voilà, il y a des bons côtés, des mauvais côtés par rapport aux réseaux sociaux, mais aujourd'hui il faut se développer dessus si vraiment on veut se développer en tant que combattant et à plus grande échelle justement, et puis pouvoir en vivre. Exactement. Et alors pour terminer cette interview, je voudrais juste faire un petit retour sur ton voyage en Thaïlande, à Phuket, au camp Beng Tao, donc le camp des frères Hickman. Alors les frères Hickman, ils s'occupaient avant du Tiger Muay Thai, ils étaient en charge de la lutte et ils étaient... en fait, il y a deux frangins. Un qui était en charge de la lutte et l'autre head coach MMA. Et donc ils sont partis du Tiger Muay Thai et ils sont partis créer donc, le camp Beng Tao. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour justement sur ce camp, comment ça s'est passé, etc. Franchement, bah, du coup, on est parti avec Alex, son petit frère, Mathieu, Paul, Azael. On était parti là-bas 5 semaines. Donc, on a fait 2 jours à Bangkok. Après, on a fait 4 semaines à Phuket et 2 jours à Bangkok. Et du coup, on a fait un camp voilà, d'un mois, entre guillemets, au Bang Tao. On a fait également le séminaire, entre guillemets, de Georges Saint-Pierre où c'était plus une prise de parole qu'autre chose. Donc, c'était pas forcément très intéressant à part pour l'aspect mindset. Mais sur les entraînements, je pense que ça mène un plus sur le côté condition physique. Parce qu'on sait là-bas qu'il fait très chaud, très humide. Ouais. Donc forcément, notre corps n'est pas forcément habitué les premiers jours, en plus décalage horaire, jet lag et ce genre de choses. Maintenant, sur l'aspect aller à l'entraînement, en fait, ça fait du bien d'aller à l'entraînement parce que tu te lèves le matin, à 9h, il fait 25 degrés, il fait beau, tu es en scout. Et dans le cadre de vie, c'est excellent. Les entraînements sont bien, mais c'est beaucoup l'usine. Dans le sens où on est énormément sur le tatami. Ouais. Au-delà de l'aspect, entre guillemets, hygiène et tout, avec les staffs et tout, qui peut être relou, parce qu'il y en a qui en ont attrapé. C'est l'aspect où bah, des fois, t'as pas forcément la place. Et c'est surtout que c'est un peu du business. Tu vois, deux, trois techniques dans le cours, c'est tout. Et en soi, sur la partie MMA ou lutte, je n'ai rien appris de plus que ce que j'avais appris en France avec Johnny ou Diego ou mes coachs à l'US Métro. Euh, je pensais avoir des trucs que j'avais pas vus ou ce genre de choses, quoi, parce qu'on est allé s'entraîner 2 fois par jour pendant 4 semaines. Ouais. Chaque technique qu'on a vue, peut-être qu'il y a des techniques qu'ils ont montré les mois précédents qui auraient été nouvelles, mais là, c'était c'était pas frustrant, mais se dire en fait on y allait plus pour les sparring, parce que du coup tu as une qualité de sparring énorme, dans le sens où il y a des mecs de tout niveau, de tout poids, de toute organisation, amateur, pro. Donc là il y a du choix, et puis tu sais que tu t'entraînes pas à l'année avec eux, il n'y a pas de pitié quoi. Dans le sens où tu peux te lâcher, même si le mec te fait la gueule, dans 3 jours s'il faut il se barre, c'est pas là-bas. Alors il y a toujours cet aspect respect, mais tu te lâches un peu plus que quand c'est tes potes à l'entraînement généralement. Donc ça c'était cool et après on voulait prendre des cours entre guillemets de Mouais, des coachings privés avec des gars du Bang Tao. Au final on a trouvé dans notre rue un russe là qui s'appelle Ruslan Ok. qui nous a fait des séances de Pao magnifiques. Dans le sens les tailles généralement au Bang Tao quand tu fais une séance avec eux ils te font plus faire du volume et tu fais 3 rounds t'es mort et voilà et ils prennent leur sous ils sont contents. Là, avec Ruslan, l'avantage c'est que c'est un mec hyper pointilleux. Il avait une 130 combats, je crois, en mouet ou en kick. Et s'il fallait passer 25 minutes sur un jab jusqu'à que tu le fasses parfait, mais t'allais passer 25 minutes à faire un jab. Et du coup, au bout ouais, de 10 séances, t'arrivais et tu te sentais déjà mieux techniquement. Et quand tu vois des gars, parce que du coup, il y avait Patrick qui nous avait rejoint aussi, un Bureau. Et quand tu vois que des mecs comme Azael, Patrick, ou des mecs qui sont déjà à l'élite, soit de l'amateur, soit en professionnel comme Azael, et qui les mecs sont hyper vigilants à ces détails, ils disent ah putain ça c'est bien, t'as vu, il faut faire ça, ça, ça. Tu te dis que nous on a tout à apprendre encore. Donc franchement ça c'était plus kiffant de trouver un petit mec dans un tout petit camp qui nous apprenait ce genre de trucs, plutôt que le Bang Tao où techniquement on a rien appris de fou. Par contre pour la condition physique et pour la qualité des sparring là c'était une belle expérience. Voilà, donc tu vas dans un camp comme ça, bah, pour on va dire le côté aventure, le côté, euh, voilà,
choix de sparring, mais tu y vas pas forcément pour le côté technique du coup. Exactement. Et c'était ton premier camp en Thaïlande? Ouais, c'est la première fois que j'allais en Asie. Tout court. Et s'il y avait un voyage de ce type à refaire, est-ce que tu referais justement un camp en Thaïlande ou tu choisirais après un autre pays ou Je sais pas du tout, j'avais bien aimé le mood, dans le sens la vie, comment ça se déroule là-bas. Peut-être essayer un autre camp, mais non, non, la vie à Phuket était cool. Après 5 semaines, c'est vrai que c'est très long. Peut-être y aller 15 jours, 3 semaines, à voir. Mais ouais, non, il y a des pays qui seraient cool à faire. Je pense notamment au Brésil, ou ce genre de choses. ou là ça serait des clubs plus petits du coup, plus petits, Ouais, ouais, moins usines. exactement. Voir aussi, parce que moi je kiffe voyager. Donc voir aussi un mood différent, une culture différente. Ben écoute Hugo, je te remercie beaucoup pour m'avoir donné du temps et partager toutes ces informations. Merci à toi pour l'invitation surtout. Est-ce que tu aurais un petit mot de fin pour conclure cette interview? Petit mot de fin, bah, je repense du coup aux IMAF qui se sont déroulés récemment et à tout le soutien qu'on a pu avoir, pas forcément pour moi, mais pour tout le groupe France, soit les filles, les garçons, vraiment tous les combattants. Et on a reçu énormément de soutien, que ce soit de la part des gens qui suivent le MMA ou même des personnes juste qui voulaient soutenir les Français. Et ça nous a fait énormément de bien, ça nous a tiré vers le haut. Et je pense que c'est avec cet état d'esprit que on va réussir à performer pour les prochaines échéances. Quand on a du soutien comme ça de la part de nos proches, ça nous fait du bien. Eh ben Hugo, grosse force pour tes prochaines échéances et on va suivre tout ça justement sur les réseaux et à très très vite. Nickel, merci beaucoup.